Donc ouais, GRDF, on est distributeur de gaz, et donc on fait l'interface entre les fournisseurs et les 11 millions de clients. Le réseau appartient aux collectivités locales, donc quelque part il vous appartient. On a plusieurs missions historiques, on va dire, qui sont de concevoir, de construire, d'entretenir les réseaux, de les maintenir et d'assurer la sécurité des clients. Et puis maintenant, on a la dernière petite ligne verte là, qui est apparue il y a quelques années, qui est d'accompagner et de raccorder au réseau en fait, le développement d'unités de biométhane, en tout cas de production de gaz vert. Donc, voilà. Donc, depuis 2012, en fait, on est vraiment sur ce qu'on appelle chez nous notre troisième révolution gazière. On avait les centrales à gaz au début du XXe siècle qui traitaient le gaz de houille. Ensuite, on a découvert le gaz naturel. Et puis, depuis 2011, on a le droit en fait, d'injecter dans le réseau du gaz issu d'énergies renouvelables, de matières fermentescibles notamment, tout ce qui est par exemple lisier, fumier. Voilà. Donc tout ça, ça vient d'un contexte, on parle beaucoup de 2050, avec des échéances à 2030, mais effectivement c'est la stratégie bas carbone et les objectifs européens de 2050, donc avec des lois et une articulation de développement qui nous permet d'être présent aujourd'hui. C'est pas que en France, c'est bien sûr un objectif européen ambitieux. Et en France, nous, on a une dynamique qui est très importante depuis 2010, là, 2011. Donc pour rappel, en 2011, c'est l'autorisation en fait, d'injecter du biométhane dans nos réseaux. Et on voit bien en fait une évolution finalement très importante, x8 en 5 ans. On a atteint 10 TWh de production en 2023. Donc pour nos collègues électriciens, ça représente à l'été 2023 l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. Parce qu'en fait, c'est là où on est totalement en phase. En fait, l'objectif, c'est de réduire les consommations et puis surtout d'avoir un mix énergétique très intéressant. Parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin d'économie, mais il y a aussi un besoin de mix énergétique. On ne fera pas tout en élec. Et donc il faut aussi essayer de trouver des solutions bas carbone sur toutes nos énergies. Et on voit bien que nous, d'un point de vue énergie renouvelable, on est les seuls à être au rendez-vous des objectifs qui avaient été donnés par la PPE, la Programmation Pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est important aussi de démontrer qu'on a le pouvoir de répondre à ces objectifs de façon très concrète, notamment sur nos territoires, où en Bretagne, on a... Alors, la slide date d'il y a 15 jours, elle est déjà obsolète, on est à 76 unités de production de biométhane sur le territoire breton. Donc principalement des unités agricoles, mais pas que. Et puis justement, on a la chance aujourd'hui d'avoir un producteur de biométhane dans la salle. Donc Vincent, je te cite tout de suite, si tu peux me rejoindre pour justement partager ton expérience, montrer que c'est quelque chose de concret, qui fonctionne et qui permet aussi à certains jeunes agriculteurs, parce que vous allez voir, il est tout jeune, enfin presque. Donc oui, je m'appelle Vincent Boisardi, je suis producteur de biométhane depuis 2021, 2020-2021. Et pour répondre à votre question, en fait, nous on est une exploitation familiale, on fait du cochon depuis mon grand-père, ensuite mon père, et lors de la transmission de l'exploitation et du départ en retraite de mon père, moi je ne travaillais pas sur la ferme, j'ai fait différents métiers, mais je n'étais pas encore exploitant agricole. Et aujourd'hui, dans le monde agricole, trouver des salariés, c'est très compliqué. Donc on a décidé de remplacer le salarié par un associé, moi-même. Et sauf qu'il y a eu différentes problématiques qui sont arrivées. C'est-à-dire que développer aujourd'hui un élevage porcin, c'est très compliqué dans l'acceptabilité sociale, et les différentes autorisations. Donc on a aussi voulu trouver une autre piste d'installation et qui puisse aussi sécuriser notre production animale, qui est sujette à des variations de prix très importantes. Donc on a dit plutôt que d'augmenter l'activité porcine, on a développé le projet de méthanisation avec mon père et mon frère. C'est des investissements qui sont assez lourds, donc tout seul c'était très compliqué de le mettre en place. Donc mon père m'a beaucoup aidé financièrement sur cette partie-là. Et voilà, et c'est comme ça que l'idée a germé. Ensuite, dans la méthanisation, il y a deux possibilités. Soit on produit de l'électricité, et je savais que je connaissais Nicolas un petit peu de par d'autres métiers, et je savais que sur mon bassin, il y avait un réseau MPC qui n'était pas si loin que ça, un réseau de gaz, pardon, et qui me permettait de nous raccorder à moindre coût. Enfin, à moindre coût.
Tout est toujours relatif. Exactement ça. Et donc voilà, donc l'idée est née de là, et donc 2020 construction, 2021 mise en service. Donc ça va faire 2-3 ans désormais. Donc au quotidien, c'est une activité qui, on va dire, se complète bien avec notre activité d'élevage. Ça veut dire que les astreintes ne sont pas, on va dire, timées. C'est-à-dire que je peux faire cette activité-là après mon boulot, avant mon boulot, le soir, la nuit. En soi, j'ai pas d'heure fixe. Le seul bémol à cette activité-là, pardon, c'est les alarmes. Donc, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est hypersensible. C'est une unité qui est hypersensible dans le sens où il y a énormément de capteurs, on produit du gaz, hein, donc on n'est pas dans des métiers, même si on sait faire de l'élevage, on sait faire tout ça, produire du gaz c'est encore un autre métier, donc il y a des formations, j'ai été bien formé, je connais ce milieu-là depuis déjà une dizaine d'années, la méthanisation. Et les unités sont tellement bien faites aujourd'hui que tout est surveillé. Donc si tout est surveillé, tout nous remonte très rapidement. D'accord ? Donc 24/24, c'est cette astreinte-là qui est au quotidien un peu plus lourde. Mais globalement, après, sinon c'est pas en soi, il ne faut pas s'en faire une montagne, c'est assez simple si on comprend les choses et si on comprend comment ça fonctionne. Et on est aussi aidé, hein. Je sais que j'ai une astreinte GRDF 24/24, 7/7, donc si j'ai le moindre souci sur le poste d'injection, j'ai des interlocuteurs sur lesquels je peux m'appuyer. Voilà un petit peu pour répondre à vos deux questions. Je ne sais pas si... Ouais, merci Vincent. Après, on peut aussi, l'idée, ça peut être d'échanger un petit peu, hein, d'avoir des questions dans la salle peut-être sur la façon de piloter ou d'accompagner justement les... Voilà. En fait, en gros, notamment en Bretagne, 80% des gisements pour produire du biométhane sont issus du monde agricole. Donc c'est pour ça qu'on est, comme par hasard, présent à la Chambre d'agriculture aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est très présent maintenant auprès du monde agricole. Et en plus, avec une terre d'élevage assez forte, donc par rapport aux contraintes que tu disais, par rapport aux astreintes, etc., l'éleveur a quand même l'habitude d'être en position d'astreinte, d'être contraint aussi avec tout ça. Donc finalement, c'est un atelier supplémentaire, mais qui ne vient pas non plus totalement bouleverser je me permets du coup de parler pour toi, mais voilà. Donc je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle, autant en profiter. S'il n'y en a pas, on peut enchaîner. Oui. Une première question, hein. En termes de revenus, parce que le prix du cochon, il fluctue, c'est un prix presque mondial. Et on sait qu'aujourd'hui, le prix du porc a fortement baissé, en sachant que l'inflation par les aliments font que le prix de revient du cochon est difficile à mettre en place d'une année sur une autre. Ce complément de revenus vous permet aujourd'hui d'avoir une assise financière plutôt stable ou pas ? Alors en fait, moi je prends notre exploitation dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a, en effet, on a un site de naissage, un site d'engraissement, une méthanisation, des cultures, mais on raisonne toujours dans une exploitation, une seule et unique exploitation. Et depuis la mise en service de la méthanisation, donc c'est vrai que pour en revenir juste par rapport au prix, la chance qu'on a dans ces unités de méthanisation, c'est qu'on a un tarif du kilowatt qui est intéressant. Il pourrait toujours l'être plus, mais il est garanti. Il est garanti. Donc ça nous permet de sécuriser nos investissements, chose qu'en agriculture, on n'a aucun prix garanti. Donc quand on fait des investissements très importants, c'est d'autant plus compliqué quand le prix n'est pas garanti. En méthanisation, on a cette chance-là, c'est-à-dire que, entre guillemets, mon business plan était... il peut toujours avoir des failles dans un business plan, mais ceci dit, une fois qu'on a un montant d'investissement, des charges opérationnelles, des structures qui sont plus ou moins bien faites, et un prix fixe, en soi, c'est beaucoup plus simple de faire un business plan, et c'est aussi beaucoup plus simple d'être financé par les banques. Ceci dit, moi je suis une toute petite unité de méthanisation. Je pense qu'en injection, je dois être la plus petite de Bretagne. Tu fais partie des plus petites. Merci Nicolas. Et aujourd'hui, je ne dégage pas de revenus de cette activité-là. Par contre, ça vient, le revenu qu'on dégage, du moins on le réinjecte dans nos structures porcines, parce qu'aujourd'hui nos structures porcines n'ont pas la capacité de trésorerie qu'elles devraient avoir. Donc, ce qui nous permet, nous, vis-à-vis des établissements financiers aussi, d'être un peu plus serein, dans le sens où si on n'avait pas la méthanisation, on serait dans une situation sur notre partie porc qui serait beaucoup plus catastrophique qu'elle l'est aujourd'hui.
Voilà. Donc c'est surtout ça. Après, la méthanisation, juste pour parler chiffres, c'est à peu près 2,2 millions d'investissements, donc c'est pas des investissements qui sont neutres non plus. Ceci dit, maintenant dans le monde agricole, les millions, c'est plus, ça ne nous fait pas peur comme il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, le moindre bâtiment coûte vite ces sommes-là. Donc du coup, j'avais fait volontairement le choix je savais que les 7, 8, 9 premières années, il n'y aurait pas de revenus dégagés de cette activité-là. Maintenant aussi, on travaille aussi pour le futur. Donc voilà, dans un premier temps, économiquement, c'est plus pour stabiliser la partie port, et demain, on verra bien. Merci à vous. Je vais faire la petite transition pour le sujet hydrogène qui va arriver ensuite. L'idée, c'est un peu de parler de transition et de décarbonation. Les investissements que nous, GRDF, on peut mettre en place, ou les opérateurs de réseau en tout cas, pour développer justement les énergies renouvelables, avec du coup des investissements assez lourds, et aussi des solutions d'absorption finalement de la production de biométhane sur des territoires où il n'y a pas forcément toujours la consommation à l'instant T. Donc le gros avantage du gaz, c'est qu'il est stockable. Donc on a des solutions aujourd'hui qui existent. Bon, là c'est du coup un visuel que Frédéric vous a présenté un petit peu tout à l'heure, sur la répartition du mix énergétique. Et en fait, on a sur le mix gazier aujourd'hui à peu près 420 TWh de consommés par an pour du gaz. L'objectif, c'est de descendre, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt autour des 300. Et en fait, on a aujourd'hui le potentiel de couvrir tous ces besoins uniquement à partir d'énergies renouvelables. Donc, c'est-à-dire que c'est de sortir totalement le gaz fossile de cette consommation, avec la méthanisation, comme les unités de production comme celle de Vincent, qui vont représenter à peu près un gros tiers, voire 40% de ces 100% de gaz vert à l'horizon 2050. Mais aussi, demain, on va avoir des solutions qu'on appelle de pyrogasification, ou de méthanation, avec de la production de gaz vert ou d'hydrogène issu d'électricité, notamment issu d'éolien ou de photovoltaïque, à un moment où on n'en a pas forcément besoin. On parlait de CO2 tout à l'heure, en fait, on peut aussi capter du CO2, notamment sur des unités de méthanisation. Et donc coupler le CO2 à l'électricité pour refaire du CH4 ou faire de l'hydrogène. Donc là, c'est vraiment une question de transition par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a vraiment largement les moyens de couvrir 100% des besoins à l'horizon 2050 avec du gaz qui sera non fossile, avec un réseau existant, avec des solutions existantes. Vous allez voir aussi après dans le salon qu'il y a aujourd'hui des solutions qui permettent de répondre à tous ces besoins. Tout ça pour dire que nous on est serein et qu'on est capable de couvrir 100% des besoins à l'horizon 2050 sans gaz fossile. Voilà, merci de votre attention. Merci Nicolas.